Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous et je suis très heureux aussi de vivre ces moments. Quel est le moment que nous vivons depuis notre pays a accédé à l'indépendance? C'est la première fois qu'une femme est nommée à la tête du gouvernement. C'est quelque chose qui paraît simple, mais c'est extraordinairement important. Parce que les femmes, c'est quand même plus de la moitié de la population. Et notre pays s'est voulu être un pays progressiste, capable de garantir l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi de faire jouer à la femme tous les rôles. C'est quand même intéressant que ce soit les tout premiers jours, à la fin du mois de mars, donc le mois destiné aux droits de la femme, que le chef de l'État a nommé Madame Toulouka, Madame Judith Toulouka, à la tête de ce prochain gouvernement que nous attendons tous. C'est une bonne chose parce que ça nous permet d'éloigner les préjugés et de vivre un autre univers. Les hommes ont longtemps dirigé, notre résultat est relativement mitigé. Maintenant qu'il y a un leadership de la femme à un niveau aussi important, il nous faut l'encourager, l'appuyer. Pourquoi pas? Si la femme sauve, elle sauve pour tout le monde. Souvent, si l'homme sauve, il sauve que les siens. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note positive que nous commençons cette émission, mais ce n'est pas le thème de notre émission. Ce soir, je voulais, en même temps que ce sera un défi pour la nouvelle Premier ministre, nous allons parler de la dédollarisation de notre économie. Quand nous regardons le taux d'échange aujourd'hui, nous sommes inquiets. Parfois, nous disons, mais ça augmente, ça augmente. Les derniers chiffres récoltés, nous sommes déjà autour de 27,5, donc 2750 francs pour $1. C'est quand même une des plus violentes érosions que nous ayons connues depuis quelques mois. Je voudrais en parler en posant une question claire. Est-ce que faut-il vraiment dédollariser? Et ça signifierait quoi exactement la dollarisation? Pour en parler, j'ai appelé un expert, un de nos meilleurs économistes du moment, M. Kanyonga Kabeya. Vous êtes, bonsoir d'abord. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un économiste, mais vous êtes aussi un expert comptable. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre organisation, KK Consulting, donc c'est un cabinet d'experts comptables. Mais avant d'arriver à cela, vous avez fait beaucoup de banques, donc à peu près 5 banques, et sans compter celles que vous avez faites déjà à partir de la Belgique. Donc c'est avec vous que nous allons essayer de voyager un peu dans ce contexte, dans ce terme rébarbatif, hein, la dollarisation et la dédollarisation. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais comme je vous le disais, je suis un homme heureux aujourd'hui parce que je vis ce moment où pour la première fois, une femme arrive à la tête de notre gouvernement. Alors, quelles sont vos impressions, les premières impressions? Mes premières impressions, elles sont meilleures. D'abord, la femme qui arrive, ce n'est pas n'importe qui. Le pays a besoin de compétences. Et Madame Judith Toulouka a déjà démontré dans le passé qu'elle avait vraiment l'étoffe pour diriger non seulement les pays, mais diriger d'autres institutions. Son historique, elle a d'abord fait des études en économie en Europe. Elle est passée par les facultés universitaires de Mons. Elle est passée également par l'Université libre de Bruxelles. Et voilà, au niveau professionnel, elle a travaillé au PNUD, elle a travaillé à la présidence de la République, elle était ministre du Plan, vice-ministre du Plan, et maintenant qu'elle est Premier ministre. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avoir une femme à la tête du gouvernement. Nous sommes presque un modèle en Afrique, et je pense que les autres pays devaient suivre la façon dont nous dirigeons ces pays et quelles sont nos ambitions. Et comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vous l'avez souligné, lorsqu'une femme résout les problèmes, elle résout les problèmes pour tous. Oui, oui. Et aujourd'hui, nous attendons énormément de choses de sa part. Elle a l'intelligence, elle a les compétences. Maintenant, nous devons, disons, passer à l'étape de travailler pour relancer notre économie et relancer le pays. En tout cas, merci, M. Kanyonga Kabeya. Et nous allons effectivement découvrir un tout petit peu qui est Judith Toulouka, Soumina Toulouka, ministre des Plans, c'était encore un ministre des Plans, nommé pour la première fois
Premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous allons suivre, la rédaction a préparé un portrait pour qu'on sache un tout petit peu à qui nous aurons affaire désormais en ce qui concerne la primature. Suivant. Judith Tuluka Soumimoa est née le 19 octobre 1967. Originaire du Congo central, elle est mariée et mère d'un fils né en 2001 et d'une fille qui a vu le jour en 2005. Il est dit dans le média étranger comme RFI qu'elle entretiendrait des liens étroits avec la famille Tshisekedi sans autre commentaire. Rien n'a encore filtré de ses études primaires et secondaires, mais est-il qu'elle s'inscrit en faculté d'économie de l'Université catholique de Louvain, mais épuise ses sessions en deuxième candidature. En 1990, elle intègre l'enseignement de promotion et des formations continues de la place Madou à Bruxelles. C'est une institution de promotion sociale qui reçoit les étudiants sur base de leurs acquis professionnels et dont les diplômes sont reconnus par les ministères de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Madame Tuluka y décroche un diplôme professionnel de graduat en comptabilité en 1992 et poursuit ses études aux facultés universitaires catholiques de Mons, Foucam, de 1992 à 1996. Elle en ressort avec une licence en économie appliquée option gestion financière. Judith Tuluka parachève son cursus à l'Institut du travail de l'Université libre de Bruxelles qu'elle fréquente de 1996 en 1997 et y décroche un diplôme d'études complémentaires en gestion des ressources humaines des pays en voie de développement. Elle entreprend son stage dans une banque puis enchaîne les emplois tout en militant au sein de l'IDPS Belgique. Elle revient en RDC en 1997 et travaille de 1998 à 1999 à la Citibank. Elle est par la suite assistante administrative et financière au Haut Commissariat pour les réfugiés de 1999 à 2001, puis expert du PNUD pour les questions humanitaires de 2002 à 2012. Madame Tuluka est par la suite nommée comme conseiller principal au cabinet du ministre du Budget Moukoko Samba et coordonnatrice de la cellule des réformes budgétaires et de l'administration publique de 2012 à 2015. Elle est par la suite durant 6 mois consultante du PNUD dans différents domaines portant sur la gestion de projets, la gouvernance, la stabilisation régionale, les processus budgétaires et la conduite du changement. De 2015 à 2020, elle est désignée comme expert du PNUD pour la coordination du pilier de consolidation de la paix et de la démocratie pour l'Est de la RDC. De 2020 à 2023, elle est appelée à la présidence de la République comme coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques. En 2023, elle intègre le gouvernement Sama Lukonde II comme ministre d'État, ministre du Plan. Judith Tuluka a été citée dès le départ parmi le primaturable et avait fini dans le top 2 avec Acacia Bandoubola. Voilà, c'est un portrait costaud. En tout cas, potentiellement, il est valable. Bel parcours, un très bon parcours. Et je pense qu'il est vraiment valable et nous devons tous être fiers d'avoir une telle première ministre. Que pensent les femmes finalement? Parce que nos sœurs, nos mamans, nos petites sœurs, et toutes les personnes de sexe opposé au nôtre ici, qu'est-ce qu'elles pensent de cette nomination? Sont-elles surprises ou elles ont été, elles pensent que c'est peu que ce que le président a fait? Nous suivons encore les réactions des femmes sur la nomination de cette première fois Premier ministre. Colonial, nous n'avons jamais eu une femme à la tête du pays, donc c'est vraiment formidable de la recevoir comme Premier ministre. Je suis très contente parce qu'il a respecté la parité. Ce que nous cherchons, c'était la parité. Maintenant, le président de la République a respecté cette parité-là. Nous sommes très contents parce que les hommes ont travaillé. Il faut aussi que les femmes aussi travaillent. Nous avons vu dans la Bible, il y a des femmes qui ont fait des exploits, comme Déborah. C'est lui qui a terminé cette guerre-là. Il a tué César avec Jaël. La femme est capable de tout. Elle est capable de faire tout. Non, en tout cas, je suis dans la joie. C'est pour une toute première fois dans notre pays d'avoir une femme à la tête de notre pays. C'est vraiment une fierté. Nous remercions vraiment le chef de l'État parce qu'il a au moins honoré, et surtout que ça a été fait pendant le mois de la femme. Nous sommes vraiment honorés de cette nomination. Ils sont honorés et ils sont contentes. Alors, Madame Tuluka, Madame la Première ministre, va être confrontée à un des premiers problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce problème sur lequel vous et moi, nous allons essayer de discuter.
notre économie, on ne peut pas dire qu'elle va bien ou qu'elle va mal, mais en tout cas, au quotidien, la population souffre du fait de l'érosion de son pouvoir d'achat. Parce que les prix augmentent et quand les prix augmentent, on ne peut pas être content. Maintenant, vous, en tant qu'économiste, vous connaissez à peu près le système dans lequel nous évoluons. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, la dollarisation de l'économie? Et ce phénomène a commencé quand? Ok. La dollarisation de l'économie, il faut savoir que nous avons toute une histoire de la monnaie locale. Nous avons eu d'abord les zaïres et puis nous avons changé. Nous avons commencé par les francs congolais. Alors, vous savez, à l'époque, lorsqu'on avait les zaïres, on avait aussi beaucoup de dépréciation de la monnaie locale, donc qui est les zaïres. Et les ménages ou la famille avaient du mal à épargner et concevoir et conserver la valeur de leur épargne. Souvent, ce que nous faisions à l'époque, c'est dès que vous avez quelque chose, vous achetez un bijou en or, une chaîne en or, pour conserver de la valeur. Et lorsqu'on on avait un problème de liquidité, qu'est-ce qu'on faisait? On vendait les bijoux. Finalement, les bijoux n'étaient plus, disons, à la portée de tout le monde. Il y avait des familles qui avaient l'équivalent de $50. Comment faire pour préserver la valeur de $50? Donc il y avait un souci parce que les bijoux, on ne peut pas avoir à tout le prix. Et petit à petit, on a commencé à avoir un appétit pour les dollars. C'était une façon de préserver la valeur de notre épargne. Et en 2021, finalement, nous avons décidé de permettre à tout Congolais de détenir une devise. C'était la devise étrangère. La Banque centrale a fait une instruction qui permettait une circulation libre des devises. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit aujourd'hui d'avoir l'euro, les dollars ou les autres devises de circuler en RDC. Mais ça, c'est seulement en 2021. Ça commence, là, c'est un officialisme, non. Mais avant ça, il y avait quoi? Non, avant ça, on pouvait détenir, mais ce n'était pas autorisé. Ah, d'accord. Donc la dédollarisation était de fait, mais lorsque la Banque centrale a constaté qu'il y avait une circulation des devises, il fallait quand même réguler les choses. Et c'est comme ça, en 2021, il y a une circulaire qui est sortie, et la Banque centrale a officialisé la dollarisation de l'économie congolaise. Parce qu'en 2021, à partir de 2021, les gens étaient, disons, autorisés à ouvrir un compte en devise, oui, en euros, et vous avez dans les différentes banques, dans ces cas-là, ils ont commencé à convertir leur monnaie locale en leur dépôt en devise. Il y a quand même eu quelque chose de positif par rapport à ça. Parce que les gens commençaient de plus en plus à faire confiance aux banques et de laisser leur argent dormir dans les comptes d'épargne ou dans les comptes de dépôt, dans les comptes courants. Et les banques ont constaté que les dépôts ont commencé à augmenter parce que les gens avaient confiance. Et la conséquence était quoi? Les banques avaient aussi des moyens maintenant pour donner des crédits. Disons, des deux côtés, il y avait quand même quelque chose de bénéfique de passer par la dollarisation parce que les gens avaient énormément souffert avant cette étape-là. Donc, si je comprends bien, la dollarisation était une décision salutaire, ce n'était pas quelque chose qui s'est imposé à nous comme une maladie. Non, ça ne s'était pas imposé parce que d'abord, c'était les faits que les Congolais, avec les échanges avec les autres pays, nos frères qui étaient à l'étranger, nous envoyaient les devises, on les gardait, mais on les gardait à la maison. On n'avait pas le droit de les déposer à la banque parce que la loi ne permettait pas à l'époque d'avoir un compte en devises étrangères. Donc lorsque la Banque centrale a donné cette circulaire pour dire que la circulation des devises est libre, les banques ont commencé maintenant à ouvrir les comptes en devises et nous avons commencé à faire les dépôts. Donc ça dit, il y a les faits et puis on constate qu'il faut régulariser les choses. Et c'était une bonne chose. Hein, comme dit, et en régularisant, on permet aux Congolais de détenir les dollars. Oui. Mais le problème, c'est que les dollars détenus sont aussi des moyens de paiement. C'est-à-dire que si je vais dans un restaurant aujourd'hui, qu'on me fait une facture, mettons, de 100 000 francs, moi, je peux sortir $20, je mets à côté, je dis non, là, ça fait 54 000 francs, je prends encore les francs congolais, j'ajoute sur les $20. Donc, les dollars est devenu en fait un moyen de paiement comme les zaïres. Comme le franc congolais. Oui, mais bien sûr, parce que, comme je disais tout à l'heure, maintenant c'est autorisé, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, vous avez donné quel exemple des deux devises. Vous pouvez avoir les francs, vous pouvez avoir les dollars, vous pouvez aussi acheter l'euro en payant la même facture. Vous verrez que dans un restaurant, ils ont les taux pour toutes les devises acceptées. Donc je peux payer avec 3 billets différents et 3 monnaies différentes. Voilà.
Là, ce n'est pas vraiment un problème réel. Parce que maintenant, il faut savoir que nous avons notre propre monnaie qui est le franc congolais. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est à ce niveau-là que l'État doit fournir beaucoup d'efforts pour que les francs restent quand même la devise principale. Malheureusement, nous avons constaté que ce n'est pas le cas. De plus en plus, les gens détiennent plus les francs et plus les dollars que les francs. Donc c'est là où le problème réside. C'est une bonne chose. Nous sommes en train de faire cette émission de manière pédagogique aussi. C'est une bonne chose que d'autoriser la population à détenir les devises comme ici. Pourquoi, par exemple, à Brazza, ici, c'est totalement interdit? Vous ne pouvez pas payer à Brazza, même pour 10 dollars d'un taxi, vous ne pouvez pas payer en dollars. Oui, c'est normal parce que disons, notre histoire n'est pas la même que l'histoire de Brazza en termes de monnaie. Comme je disais tout à l'heure, nous avons vécu les Zaïre, nous avons vécu les francs congolais, on a vécu autre chose. Il est vrai qu'à Brazza, ils ont les francs CFA, mais n'oubliez pas que les francs CFA est géré par la France. Ils n'ont pas cette autonomie. Mais nous, en ayant encore les francs congolais, nous avons cette autonomie-là. Il est vrai que cette autonomie est menacée par l'utilisation des dollars américains ou des euros. C'est maintenant à nous de décider comment nous devons gérer notre franc. Aujourd'hui, les frais que vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, que les francs perdaient de la valeur chaque mois. Donc cela, ça crée un problème de confiance. Les gens vont commencer à se débarrasser des francs. C'est là que nous devons être inquiets, parce que nous devons prendre des mesures pour pousser les gens à garder les francs. Si demain, quelqu'un vous donne 2 francs, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez déposer sur votre compte épargne ou bien vous allez directement aller dans un bureau d'échange pour solliciter les francs et solliciter les dollars? Alors, oui, voilà, allez-y. Si la dollarisation a servi à réguler une situation qui s'était déjà imposée de fait, alors que signifie alors la dédollarisation? Oui, quand vous savez, lorsqu'on prend une mesure, il faut encadrer cette mesure-là pour qu'elle ne dépasse pas notre objectif. Au départ, la dollarisation, c'était pour rassurer, développer les systèmes bancaires et assurer les Congolais qu'ils avaient le choix entre la monnaie locale et les devises étrangères. Maintenant, nous sommes à un niveau où on n'a plus besoin de la monnaie locale. Donc, on commence à aller trop loin. Demain, on risque d'avoir une économie où il n'y aura que les dollars et les francs congolais ne joueront plus un rôle. C'est ça qui crée maintenant un problème. Parce que vous voyez que, comme je disais tout à l'heure, dès que quelqu'un a des francs, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer pour avoir les dollars. Sauf peut-être pour les consommations courantes. Mais maintenant, c'est là que nous devons arrêter. Comment nous pouvons faire pour arrêter et inciter les Congolais à détenir les francs congolais? Il y a plusieurs mesures. Je donne par exemple, nous avons un cas très banal, parce que c'est nous aussi qui prenons certaines décisions. On ne peut pas toujours dire que les décisions viennent de l'étranger. Je donne un exemple dans le secteur bancaire. Les banques étaient obligées de constituer ce qu'on appelle la réserve obligatoire en francs congolais. C'est-à-dire que si vous avez des dépôts de vos clients à 100 000 dollars, la banque est obligée de garder à peu près 13 000 dollars à l'équivalent en francs congolais à la Banque centrale. Les banques commerciales étaient obligées d'aller chercher les francs. Parce qu'ils en avaient besoin, c'était une obligation de la Banque centrale. Et voilà que nous avons décidé de supprimer cette obligation et de demander les banques de les faire en devise. Donc nous avons autorisé les banques commerciales qui évoluent en RDC, dont la monnaie locale est les francs congolais, de ne plus reconstituer cette réserve obligatoire en francs congolais et de les faire en devise. Par rapport à ça, les banques-là n'ont plus besoin de dollars. Donc quand vous amenez les dollars dans une banque, ça les embête. Et les francs dans une banque, ça les embête. Parce qu'ils ont besoin des dollars. Voilà, ça c'est une décision de nos dirigeants. C'est une décision des Congolais. Est-ce que nous devons aller dans ce sens-là? Non. Donc vous suggérez, et parce que nous voulons être concrets, vous suggérez que la réserve obligatoire puisse quand même être toujours constituée en francs congolais. En francs congolais. Okay. Parce que, en fait, cela va obliger les banques d'aller chercher les francs congolais et de les garder. Parce que la réserve obligatoire, c'est par mois, vous devez garder une somme donnée. Et quand ils gardent une somme donnée, donc ils vont demander à M. Kalenga, venez, vous avez des dollars et des francs, ne venez pas convertir, il faut qu'on garde les francs. Donc ça va pousser les gens d'aller chercher les francs, les banques aller chercher, et on aura
une raison de garder les francs. Alors, Oui. est-ce qu'il n'est pas possible de garder les dollars qui sont dans les banques et de ne pas en faire une monnaie qui circule dans les commerces? Bon, pour le moment, c'est pas possible? Non, c'est possible, mais pour le moment, c'est un peu difficile par rapport à la structure de notre économie. Parce qu'en fait, même si nous voulons une dédollarisation, nous devons aller petit à petit. Vous savez, d'abord, je prends le cas des distributeurs automatiques de monnaie. On n'en a pas assez en francs congolais. Pourquoi? Parce que la qualité de billets de francs congolais n'est pas toujours... ne passe pas par les ATM. Oui, oui. Voilà, donc c'est-à-dire que nous avons un problème structurel. Il faudra que nous mettons les moyens de paiement en place pour pouvoir pousser les gens aussi à utiliser les francs congolais. Aujourd'hui, quand vous allez retirer les francs, vous avez un compte en francs congolais, vous allez dans les distributeurs, vous essayez les distributeurs en francs, il n'y a pas les francs, et vous demandent de retirer en dollars et on fait une conversion. Voilà ce qui pousse encore les Congolais à avoir les dollars, parce que les francs n'est pas toujours disponible. Il y a des provinces où pour avoir des francs, c'est tout un problème. Donc, c'est-à-dire, on a aussi une certaine... Et pourtant, les francs, c'est fabriqué ici. Oui, mais il y a une structure, il faut les transporter, il faut les amener à Bunia, il faut les amener à Butembo. Ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas cher. La monnaie, c'est un pouvoir, c'est un instrument d'indépendance. Donc, ça doit nous coûter aussi de l'argent. C'est un peu comme l'armée. Parfois, pendant la période de paix, on alimente quand même, on forme les gens. S'il y a la guerre, on peut les utiliser. La monnaie aussi, on est obligé d'investir dans la monnaie parce que c'est un pouvoir d'indépendance. Et on ne peut pas céder cela. Rien ne vaut pour abandonner une monnaie nationale, sinon nous serons très dépendants de l'extérieur. Alors, donc, si je dois faire un réquisitoire et trouver des responsables, je voudrais dire, bon, voilà, la première des responsabilités, la Banque centrale a laissé tomber le franc congolais? Bon, je ne dirais pas directement de cette façon-là, mais je pense que chacun de nous a une certaine responsabilité. Le gouvernement a sa responsabilité à travers le ministère des Finances. La Banque centrale, c'était l'autorité monétaire et doit aussi s'assurer que les dépôts en francs congolais continuent à monter. S'il n'y en a plus, il y a moyen de se questionner pourquoi il n'y a plus de dépôts en francs congolais, pourquoi les transactions se font en devise étrangère, pas en devise locale. Donc c'est à elle de se poser les questions et de prendre des mesures appropriées. À ces jours, les taxes, impôts, se payent dans quelle monnaie? Bon, on vient d'avoir une décision qui a obligé que toutes les taxes soient payées en francs congolais. C'est bien, c'est déjà parce que ça, c'est-à-dire que même l'État dit, je n'ai plus besoin de dollars, donnez-moi des francs. Parce que lorsque l'État dit payer les taxes en monnaie étrangère, ça dit même l'État ne veut pas des francs. C'est ça le message qu'on donne. Oui, oui. Maintenant que l'État a dit, ok, au départ, je ne voulais pas des francs. Maintenant, je veux que vous me payiez en francs. C'est-à-dire que l'État lui-même a changé d'option. Donc maintenant, il faut aller dans d'autres. Il faut aller dans d'autres secteurs. Alors, oui. Vous avez dit la première des choses, effectivement, c'est de réguler. Quelles mesures vous préconisez encore pour la dédollarisation? Oui, ce que je préconise, il faut d'abord la stabilité. Il est important parce que la stabilité de notre monnaie impacte aussi le pouvoir d'achat des ménages. Vous voyez, donc, quand vous constatez, nos fonctionnaires sont payés en monnaie locale. Donc dès qu'on a une stabilité, on assure aussi le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires qui souffrent énormément et parfois même ils sont obligés de toucher leur salaire en dollars parce que les francs n'est pas disponible. De ce côté-là, le gouvernement doit faire un effort important pour assurer d'abord qu'il y ait des francs à tout moment et cette stabilité des taux d'échange entre les francs et les dollars. Il y a des idées qui circulent dans l'opinion et parfois des experts, même des charlatans en économie en parlent. Alors je voudrais les confronter à votre connaissance pour que l'on puisse les évacuer. D'abord, dans une première idée, c'est que si notre monnaie est en train de chuter, de perdre son pouvoir d'achat, c'est parce que justement, nous ne produisons pas. Ça, c'est une des idées qui est dite. Qu'est-ce que nous produisons pour soutenir la monnaie? Pourtant, nous sommes quand même un producteur de beaucoup de produits, notamment des produits miniers. Ça, c'est une première idée. On dit aussi que si la monnaie perd de sa valeur, c'est parce que le gouvernement a accéléré sur la planche à billets. Ces deux idées circulent et elles sont même reprises par des gens supposés des experts. Qu'en est-il exactement? D'abord, par rapport à la production locale,
il est vrai que les gens en parlent beaucoup, mais ils ne prennent pas tous les paramètres de la RDC. Parce que les gens, quand ils font allusion à la production, ils regardent souvent les produits alimentaires. Mais n'oubliez pas que nous sommes aussi producteurs des minéraux. On a le cuivre et le cobalt. Et nous exportons aussi ces produits-là. La balance commerciale de la RDC, peut-être je n'ai pas les chiffres, elle n'est pas vraiment déficitaire. Donc on n'est pas... On a des entrées, voilà, donc c'est-à-dire que ça ne devait pas vraiment affecter la devise parce qu'on importe. Il est vrai que les gens perçoivent certaines choses quand ils voient les produits alimentaires arriver de l'étranger, ils ne regardent pas le côté minéré, ils ne regardent pas le côté bois, ils pensent que nous importons plus que ce que nous exportons. Ce qui n'est pas toujours vrai. Parfois, il faut qu'ils aient regardé les chiffres, surtout nos vaillants intellectuels ou élites congolaises devaient aller regarder les chiffres auprès de la Banque centrale. C'est disponible sur les sites de la Banque centrale. Ils pourront peut-être voir que ce n'est pas vrai ce qu'ils prétendent. Voilà. Donc, ce qui concerne maintenant la planche à billets. Non, la planche à billets, ce n'est pas vraiment une planche à billets. L'État a des dépenses à effectuer. Moi, je peux l'encourager. Encore à le faire en francs congolais. Mais maintenant, la Banque centrale est là pour réguler. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, lorsqu'il y a une demande et une offre, s'il y a un déséquilibre, nous tous, nous avons appris à l'école qu'il y a moyen de déséquilibrer. L'État, lorsqu'il fait la planche à billets, non, c'est pour payer l'État des obligations. Il doit payer les fonctionnaires à temps, il doit payer les fournisseurs de l'État à temps. L'État ne peut pas s'abstenir à le faire parce que l'État alors impacte la santé des business des autres. Il doit payer à temps. Mais non, la Banque centrale est là pour réguler. S'il y a trop de francs sur le marché, il y a moyen d'intervenir. La Banque centrale a la réserve internationale avec des devises et peut intervenir sur le marché, soit pour vendre les devises lorsque on a un problème d'équilibre sur le marché, lorsque la demande des devises dépasse l'offre des devises, la Banque centrale a les moyens d'intervenir. Parfois, il ne faut même pas intervenir, il faut juste dire au marché, si ça continue, je vais intervenir. Et je vous assure que tous nous sommes très sensibles par rapport à ça. Et parfois, nous revenons dans les rangs lorsque la Banque centrale prétend qu'elle va intervenir. Donc la Banque centrale a tous les outils pour réguler. Et ça, elle devait le faire un peu de manière régulière. Et même pour l'intervention, si je prends les statistiques, depuis une année, la Banque centrale n'a pas intervenu sur le marché pour vendre les devises. Bon, peut-être je n'ai pas les statistiques avec moi, mais on les saura. Donc voilà qu'il y ait la planche à billets, nous avons le moyen de faire. Même s'il n'y avait pas la planche, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour réguler les marchés. Une troisième idée qui circule et qui est soumise à votre analyse, c'est la question de l'inflation. Certains disent que la recherche absolument de la réduction de l'inflation n'est pas absolument un acte de bonne gouvernance parce que l'inflation, là où il n'y a plus de billets de francs congolais et que ceci est envoyé vers les secteurs d'investissement et productif, l'inflation peut monter, mais après, on va récupérer cela. Et on cite l'exemple de l'Allemagne, de la Seconde Guerre mondiale, où Hitler avait demandé que non, on lui a dit, mais nous avons besoin de l'argent pour faire des armes, et il dit, mais fabriquez cet argent, fabriquez, faites ça. Et on a donc provoqué une multiplication des billets sous le Deutschmark de l'époque, et ça s'est récupéré parce que c'était dans le secteur productif. C'est une idée. Alors maintenant, je vous demande à vous, quand on dit, voilà, taux d'inflation 0,1, est-ce que c'est un acte de bonne gouvernance? Bon, il faut quand même maîtriser l'inflation. Pourquoi? Oui. Parce que l'inflation affecte le pouvoir d'achat. Et vous savez déjà, un des déficits de notre Premier ministre, c'est assurer ou améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Et tous les Congolais, il n'y a pas que les fonctionnaires, tous les Congolais qui en souffrent. Pourquoi l'inflation est mauvaise? Parce que vous voyez, par exemple, pour les produits alimentaires, nous sommes très dépendants de l'extérieur. Parfois, c'est une inflation qui vient de l'étranger. On prend le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a impacté les blés, donc qui a impacté le pain ici. Parfois, les prix augmentent. Les prix des transports avec ce qui se passe avec Israël vers la mer Rouge. Donc, lorsqu'il y a l'inflation importée, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que nous allons subir. C'est là maintenant que l'État peut décider pour atténuer cette inflation qui vient de l'étranger. Je pense que l'État l'a déjà fait l'année passée. Peut-être les gens n'en parlaient pas. L'État avait décidé de réduire les taux de la TVA sur les produits de base. Donc, c'est-à-dire que vous savez que le taux, c'est 16%, mais sur certains produits, on paie la TVA à 5%. C'est-à-dire que l'État
prendre des mesures pour atténuer l'inflation importée. Parce que si on restait toujours à 16, on allait encore ressentir plus. Les gens allaient augmenter les prix. Voilà, il y a certains, si ça vient de l'étranger, on n'a pas vraiment le choix. Et n'oubliez pas que nous sommes vraiment importateurs des biens de première nécessité. Donc nous subissons les coûts de production qui viennent de l'étranger. Mais l'État est très actif sur ça. Et à un moment donné, vous verrez qu'il y a certains produits où l'État dit pas de TVA. Et à un moment, c'était les ciments où on ne paye plus certaines taxes. Donc l'État réagit. Mais il y aura toujours une petite inflation. Elle n'est pas si mauvaise, mais tant qu'on a un État qui fait attention au pouvoir d'achat, mais l'État n'a pas non plus des moyens comme les bons dieux. Il doit le faire par rapport à ces moyens qu'il a. Voilà un peu. D'accord. Alors, évidemment, la première... maintenant, il faut s'habituer, la Première ministre ou le Premier ministre? Bon. Non, Madame le Premier ministre. Madame le Premier ministre. En tout cas, au Canada, on dit la Première ministre. Voilà. Donc, nous avons dit Madame le Premier ministre. Voilà. Quels sont les conseils qui sont donnés à Madame le Premier ministre par les Congolais? Nous avons interrogé quelques Congolais et nous allons enrichir avec vous. Suivons ce qui est demandé à la première Premier ministre. Il y a les désordres, qu'elle puisse ordre dans toutes les institutions de la place, mettre un peu de l'ordre partout là où il y a les désordres, qu'elle puisse quand même être derrière tous les membres du gouvernement qui vont travailler avec elle, de manière qu'on puisse retrouver quand même de l'ordre dans toutes les institutions de la place. Que vraiment la main de l'Éternel l'accompagne dans toutes choses. Nous sommes derrière elle pour la soutenir. Bon, je souhaite à la dame, regarde comme nous ici dans cette société, ici on Onatra, nous sommes arrivés vraiment au bout des impayements qu'ils pensent à la vie sociale. Beaucoup de sociétés souffrent, comme on Onatra ici que nous sommes, il y a beaucoup de impayements. Les soins médicaux ne sont pas bons, vraiment nous souffrons, qu'ils pensent à nous, à l'Onatra, qu'ils pensent à l'Onatra vraiment. Bon, nous regardons ici dans d'autres domaines, par exemple le domaine de l'électricité. Il y a longtemps que moi je ne regarde plus la télévision parce qu'il n'y a pas d'électricité. Domaine d'eau, les gens commencent à puiser à 3 h du matin. Vous allez couper le sommeil pour puiser. Donc qu'ils voient aussi ces domaines. Un autre domaine aussi, c'est le domaine du chômage. Nous avons, par exemple, moi aussi je suis retraité, j'ai fait étudier mes enfants à l'université, mais ils sont à la maison, ils chôment, ils ne travaillent pas. Quand c'était comme nous ici, nous avons terminé les études, nous avons travaillé. Nous avons aussi épaulé nos parents. Mais maintenant, nous autres, nous avons des enfants terminé les études, mais il n'y a personne, ils ne travaillent pas. Comment ils vont encore nous épauler? Nos souhaits, nous pensons que la maman, c'est elle qui gère la maison. Nous pensons que, puisqu'elle est maintenant à la tête de notre pays, elle aura vraiment cette capacité-là de bien gérer notre pays. C'est bien, c'est une lourde responsabilité, mais nous pensons que nous sommes positifs en fait. Voilà, beaucoup de demandes. Pose des vraies questions, impayement, soins médicaux, électricité, eau, chômage, travail, et termine par un vœu, comme c'est une maman, elle est une gestionnaire, qu'elle puisse gérer très bien. Vous avez déjà élaboré tout à l'heure la question de la dédollarisation, vous avez me montré les pistes, mais qu'est-ce que vous pouvez encore dire à la première ministre? Oui, mais ce que je peux ajouter, je pense que les résumés qui viennent d'être faits par les 3 dames résument beaucoup de choses. Et en fait, la base ou la fondation de sa politique serait le bien-être des Congolais, le bien-être socio-économique des Congolais. Comment y arriver? On l'a dit tout à l'heure, il faut du travail. D'autre part, il faut l'électricité parce que, vous savez, lorsqu'on peut améliorer l'accès à l'électricité, les gens peuvent travailler, les cordonniers peuvent travailler correctement et réduire leurs coûts. Les menuisiers peuvent aussi engager les gens, les petits pour travailler et ça peut aussi réduire évidemment
disons, le chômage. Le chômage, c'est un gros problème. La dame, tout à l'heure, elle a parlé de l'ONATRA, Office des transports. Il est aussi important qu'elle regarde un peu de ce côté-là, qu'elle pourrait être éventuellement des solutions. Il n'est pas normal aujourd'hui que l'ONATRA continue à prendre en charge des personnes qui ont 70 ans ou 70 ans, 75 ans. L'État devait aider ces entreprises-là pour mettre les gens à la retraite. De manière honorable. Sur le budget, oui, sur le budget de l'État. Et que l'ONATRA engage de jeunes et qu'on relance. Parce que si l'ONATRA met les gens à la retraite, parce qu'il faut les mettre, ce n'est pas une retraite forcée, parce que les gens qui sont là les méritent. Maintenant, l'ONATRA peut engager de jeunes et ça peut aussi absorber les taux de chômage qui est trop élevé. Il n'y a pas que l'ONATRA, on a plusieurs sociétés de l'État qui ont les mêmes problèmes. Donc je pense qu'elle a quand même un panier de sociétés sur lesquelles, si elle travaillait, on pourra quand même sentir les choses. Et il y a aussi l'eau, évidemment, il faut aussi améliorer l'accès à l'eau. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est quand même 60 ans indépendants, on a eu beaucoup de gouvernements, et pendant que des premiers ministres sont en fonction, nous voyons quand même des actes qui sont posés, nous voyons des inaugurations, etc. Et puis, quand on change de gouvernement, de premier ministre, c'est comme si jamais rien n'a été fait. Les gens reviennent sur les mêmes problèmes. La question de l'eau, la question des soins médicaux, la question de l'électricité, on dirait que personne ne s'en est occupé depuis. D'où la question fondamentale, est-ce que nous sommes-nous capables finalement de sécréter ce leadership à même de régler les vrais problèmes? Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on dise non, l'électricité, on a réussi, l'eau, on a réussi, mais personne n'a réussi ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben voilà, maintenant qu'on a une dame à la tête du gouvernement, je pense que la question est fondamentale. On a aussi un souci de suivi. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ça dit que nous créons beaucoup d'institutions, mais le suivi n'y est pas. Je prends par exemple le cas de la SOFIDE, Société financière de développement, qui est une société qui appartient à l'État. Elle existe encore, elle est opérationnelle. Et voilà que nous avons créé Fonds de promotion d'industrie, qui disons, est financé sur base d'un budget de l'État, sur des taxes. Mais nous avons multiplié, mais il n'y a pas de résultats. Donc, à un moment, nous devons se mettre autour de la table, autour de Mme Tuluka, pour dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on annule, Donc, pour qu'on soit efficace et efficient. Il y a trop d'institutions. On n'en a pas besoin. Il faut qu'on réduise les institutions, mais qu'on regarde un peu sur l'efficacité. Création d'emplois, pouvoir d'achat, stabilité de la monnaie locale et réduire la dominance du dollar dans l'économie congolaise. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était très vite, hein. Vous vous rendez compte que vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Maintenant, je vais vous demander peut-être de revenir sur le sujet du jour. Quel type de chronogramme l'on peut se donner pour que l'on réussisse cette dédollarisation? Parce que, d'une certaine manière, c'est une domination et c'est en même temps le recul et peut-être la menace la plus forte qui pèse sur la monnaie nationale, c'est effectivement la concomitance avec d'autres monnaies. Alors, quel type de chronogramme? Vous avez déjà donné quelques actions, mais au bout de combien de temps vous pensez que l'on peut arriver à la dédollarisation? Bon, moi je ne dirais pas il faut qu'on aille, disons, vers la fin de la dédollarisation, mais il est vrai qu'il faut soutenir la monnaie locale. Et dans l'immédiat, pour moi, si j'étais à la place de Madame le Premier ministre, j'allais d'abord suspendre ou annuler la décision qui a été prise, qui a donné... 2021. Non, celle qui a été prise il y a une année pour la réserve obligatoire des banques commerciales. Donc pour les banques doivent arrêter de faire la réserve. Le plus vite possible. Ça, c'est dans l'immédiat. Parce que ça va demander aux banques d'aller chercher les francs. Et quand le franc est rare, vous verrez que les taux, les francs congolais va s'apprécier. Ça, c'est la première décision que je devais prendre. L'autre, c'est le suivi par rapport à l'offre et la demande des devises, et des devises bien sûr, de demander à la Banque centrale d'être très regardante par rapport à ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a un déséquilibre, il doit prendre une action. Et cette action doit être évaluée chaque mois et chaque fin de l'année pour savoir si on est dans la bonne direction. On ne peut pas laisser les francs congolais.
c'est notre monnaie. outil d'indépendance. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kanyunga Kabeya. Je résume, et comme c'était important, je résume vraiment votre dernière proposition. Il est important que le gouvernement qui va être mis en place examine très rapidement cette décision qui avait été prise, celle de réserve obligatoire. Si nous pouvons rentrer au franc congolais, eh bien, nous allons rendre rare les francs congolais, ce qui va apprécier sa valeur, et nous allons tomber dans ce qu'on dit, le dollar va baisser. Et si le dollar baisse, donc les gens peuvent accéder à un peu plus, ceux qui payent les loyers, ceux qui payent les frais scolaires. Les gens vivent, sont payés en francs congolais, mais quand ils doivent payer leurs factures, c'est en dollars qu'ils doivent les payer. Merci donc d'avoir été sur ce plateau. Nous ne sommes que heureux parce que nous sommes contents d'avoir dans notre pays des experts capables de nous éclairer sur des questions aussi essentielles. C'est donc une tête à la disposition de ce pays. Et qui sera content, si ce n'est que le peuple, de voir sa destinée entre les mains de ceux qui connaissent, ceux qui savent. Mesdames et messieurs, en remerciant bien notre invité, nous vous disons au revoir et nous vous espérons nombreux pour le prochain rendez-vous des Chemins Critiques. Ce soir, c'est terminé. Portez-vous bien. Merci.